Je vous demande d'accueillir tout de suite le vice-amiral d'escadre Emmanuel de Oliveira, préfet maritime de l'Atlantique. Monsieur le maire, monsieur le secrétaire général de la mer, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, I'm sorry, I'll have to speak in French, but I think I'm being translated. Nous nous réjouissons de l'organisation de la conférence principale de Safer Seas ici à Brest, puisqu'elle nous donne l'opportunité d'échanger sur des sujets et des enjeux d'une actualité brûlante. En effet, il y a 3 semaines de cela, le 6 octobre dernier, un cargo, le Flinter Star, s'est échoué au large de Zeebrugge avec à son bord 200 tonnes d'hydrocarbures, après être entré en collision avec un méthanier. Cet événement n'est que le dernier d'une longue liste d'abordages accidentels en mer et il pourra constituer un départ intéressant des travaux de la table ronde qui traitera notamment des questions de pollution accidentelle à partir des navires. Par un curieux hasard, il se trouve que le même jour, le président de la République, M. François Hollande, visitait le dernier géant des mers, le porte-conteneur Bougainville, armé par la CMA-CGM, et capable de transporter 18 000 conteneurs. C'est une belle synchronisation de l'actualité avec les thèmes abordés par Safer Seas au cours des 2 prochains jours, et de fait, la table ronde qui traitera de la taille et technicité croissante des navires de charge, porte-conteneurs et navires à passagers. Et elle pourra également s'appuyer sur les travaux de cette toute récente inauguration en guise d'introduction. Pour planter le décor, voici quelques chiffres qui ne manquent pas de me préoccuper. Des porte-conteneurs de plus de 20 000 boîtes sont actuellement en construction. Le plus grand navire à passagers, Oasis of the Seas, embarque aujourd'hui plus de 9 000 personnes et nous allons dépasser prochainement les 10 000 personnes embarquées. Je vous rappelle que le porte-conteneur Maersk Swedenborg a perdu le 14 février 2014 au sud du rail d'Ouessant 517 conteneurs alors qu'il faisait route dans une mer formée, accusant des mouvements de roulis supérieurs à 40 degrés. Je n'oublie pas non plus le cas du Moll Comfort, porte-conteneur de 8100 EVP, qui s'est brisé en 2 en océan Indien le 17 juin 2013. C'était un navire récent qui n'avait jamais connu le moindre problème auparavant. L'incendie du ferry Norman Atlantique, survenu le 28 décembre 2014 en mer Adriatique, qui a fait 18 victimes et qui a nécessité le sauvetage de 500 passagers et membres d'équipage durant 3 jours, avec une mobilisation internationale exceptionnelle, à savoir 25 moyens nautiques, dont 6 remorqueurs, 2 frégates, un bâtiment amphibie, 17 aéronefs. Cela nous rappelle combien ces opérations de sauvetage de masse dépassent en complexité toutes les situations que nous avons pu connaître auparavant. Vous le savez, plus le trafic maritime est dense, plus la probabilité de la survenue d'un accident en mer est élevée, que celui-ci soit la conséquence d'un abordage, d'une avarie électrique et de propulsion, totale ou partielle, d'une dérive incontrôlée ou de comportements irresponsables, au rang desquels figurent par exemple l'absence de veille en passerelle, la méconnaissance des procédures ou l'alcoolisme à la barre. En 2014, 44 000 navires ont emprunté le dispositif de séparation du trafic d'Ouessant, soit une moyenne de 120 navires de charge par jour. Ce trafic représente un peu plus de 900 millions de tonnes de marchandises, dont des produits dangereux, bien sûr. Cette même année, 1,3 million de passagers ont emprunté ce même dispositif, soit en moyenne environ 3 500 passagers par jour, avec des pics à plus de 20 000 passagers par jour. Si le nombre moyen de navires transitant par la Pointe de Bretagne tend à diminuer, le tonnage moyen des marchandises transportées tend, quant à lui, à augmenter. Cette évolution traduit ainsi une augmentation constante de la capacité de transport des navires au cours des 2 dernières décennies,
ce qui pose des questions sur l'assistance à ces navires et sur le secours maritime de grande ampleur. Le seul argument qui semble aujourd'hui en mesure de limiter l'accroissement continu de la taille des navires reste de nature économique et financière. La taille sans cesse croissante des navires devrait bientôt imposer une adaptation exagérément onéreuse des infrastructures portuaires. La taille des ports capables d'accueillir de tels navires, la dimension de leurs bassins en eau profonde, les infrastructures et les équipements de manutention, mais aussi les capacités des points de passage obligés des grandes routes maritimes, constituent ainsi les seuls freins réels à cette course en avant. Je regrette que les motifs qui président à cette évolution soient inspirés plus par le souci du profit que par celui de la sécurité maritime. Je voudrais vous parler aussi de sûreté maritime. À l'heure où les sociétés occidentales sont frappées de plein fouet par des actes terroristes, il faut aussi considérer la question du gigantisme sous un angle plus sécuritaire. La protection des grands navires contre les attaques terroristes menées en mer ou menées depuis la terre dans les passages resserrés et les chenaux de navigation présente un triple défi qui appelle des réponses fermes, efficaces et coordonnées. Le premier défi touche à la préservation de nos savoir-faire en matière de reprise de vive force d'un navire en haute mer dont l'équipage et les passagers seraient pris en otage par des pirates ou des terroristes. Sur ce point, la Marine nationale s'entraîne régulièrement et met en œuvre des scénarios de crise réalistes qui justifient une réponse musclée et proportionnée. Le second défi est en rapport avec l'évolution extrêmement rapide des technologies de l'information, des automatismes et de la cybernétique. Des cyberterroristes pourraient peut-être, dès à présent, prendre le contrôle d'un navire en mer. La Marine nationale travaille sur la cybersureté des navires et des installations portuaires, ainsi que sur la recherche de nouvelles technologies. La table ronde organisée cet après-midi sur ce thème apportera, j'espère, un éclairage intéressant sur ce sujet d'actualité. Le troisième défi tient à l'obligation qui nous est faite de maintenir une qualité irréprochable d'interface entre la mer et la terre. Il ne peut y avoir de bon traitement des questions maritimes sans que l'interface entre les autorités maritimes et les autorités terrestres soit la plus fluide et la plus performante possible. De la valeur opérationnelle de cette interface dépendent des questions aussi cruciales que celles qui touchent aux ports-refuges, à la sûreté portuaire, à la protection des populations et bien sûr à la lutte contre les pollutions. En tant que préfet maritime, j'ai besoin de prévoir et d'anticiper pour disposer du préavis suffisant qui me donne l'indispensable liberté d'action dont j'ai besoin pour faire face, parfois, à l'imprévisible. J'inscris pour cela mon action dans la profondeur et me tourne vers la haute mer afin de disposer d'un préavis de détection des menaces et des risques de tous ordres qui peuvent venir du large. Terroristes, mais aussi pollution, situation de détresse en mer, danger pour la navigation ou pour l'environnement. Ce préavis m'est aujourd'hui accordé par une action continue de surveillance maritime et de surveillance de la navigation dans la zone maritime atlantique, à laquelle concourent aujourd'hui de nombreux moyens de la marine, mais aussi des douanes, des affaires maritimes et de toutes les administrations qui interviennent en mer. Nos systèmes d'information, qui sont maintenant bien reliés, je citerai en particulier Spationav, nous donnent une image maritime, une image informatique maritime partagée, à partir de laquelle il nous est possible de connaître, de surveiller et de protéger, thème qui sera développé au cours du colloque. Au-delà de ces considérations qui touchent essentiellement à la sûreté et à la sécurité maritime, les espaces maritimes connaissent aujourd'hui une révolution silencieuse, la double tendance de territorialisation et d'industrialisation. La territorialisation est la tentation forte de reporter en mer un schéma éprouvé à terre de découpage de l'espace selon une pratique de bornage et de cadastralisation qui ne peut cependant avoir cours en mer. La mer reste un espace continu, mouvant, qui s'inscrit aussi bien dans le temps que dans les trois dimensions et sur lesquels l'homme se déplace en permanence. Il nous revient de veiller à ce que la mer ne souffre pas d'une vision trop terrestre de son administration. La mer est aussi devenue la nouvelle frontière du développement
de nos économies modernes. Elles s'industrialisent. Ce développement, cette croissance bleue, doit accompagner la prise en compte des enjeux sociaux et économiques, mais aussi d'une indispensable préservation de l'environnement et de la biodiversité. C'est tout l'objet du développement durable en mer que nous portons et sous les auspices desquels est placé Safer Seas 2015 à travers ce concept de croissance bleue développé par Madame la ministre de l'Écologie. Nous formons donc le souhait que la croissance des activités humaines en mer préserve à la fois la sécurité et la sûreté maritime, mais aussi l'environnement et la biodiversité. Safer Seas reçoit cette année le label COP21. Le réchauffement climatique est bien sûr une réalité vécue par tous nos marins qui naviguent en zone arctique, et les équipages qui rentrent de ces missions dans le Grand Nord nous racontent les eaux nouvelles et inconnues qu'ils ont découvertes, mais aussi la violence des événements météorologiques et les dangers de la navigation dans les glaces. Nous devons améliorer impérativement notre connaissance de ces eaux, mais aussi de l'océanographie, de la climatologie, de l'hydrographie et de la vie des océans dans un monde qui se réchauffe inéluctablement. Nous le faisons, et nous construisons en particulier de nouveaux navires pour cela. Protéger en mer les hommes, leurs activités et la nature, c'est notre mission. Aujourd'hui, je voudrais avoir une pensée particulière pour les marins qui sont en mer, car ils ventent dehors et la mer est grosse. Et cela nous rappelle que notre mission, c'est bien de les protéger dans toutes leurs activités. Je vous remercie.